Bienvenue à l'ESI Amiens pour cette JPO virtuelle. Vous me suivez ? Hervé Copier, je me présente, je suis responsable du département production automatisée usine connectée avec deux parcours, parcours étudiant et parcours apprenti. Madame Laleb est responsable du parcours apprenti. Moi-même, je suis plutôt responsable du parcours étudiant. Je vais vous présenter donc les différentes thématiques qui sont développées dans ce département et pour ces deux parcours. Donc nous avons la robotique avec plusieurs robots industriels. Je ne détaillerai pas car c'est Madame Laleb qui va vous les détailler dans un instant. Moi je vais plutôt m'approcher de la mini-usine. Donc la mini-usine est une des premières usines européenne qui a été implantée dans une école. Donc elle a tout d'une vraie usine, mais implantée dans une école. Ça a été une première européenne en 1996. Donc cette mini-usine réalise la mise en sachet de petits cailloux. Hein, ça pourrait être aussi du maïs. Et ça nous permet de former les élèves sur l'automatisation de l'ensemble de la machine. Alors pour automatiser ce type de machine, nous avons des moteurs, ce qu'on appelle des actionneurs, qui font mouvoir les tapis. Ensuite, nous avons ce que je pourrais qualifier de cerveau de la mini-usine. Nous avons des armoires électriques, donc j'en ouvre une pour vous présenter. À l'intérieur de cette armoire électrique, nous avons un automate programmable industriel. Et c'est véritablement dans cet automate programmable industriel que l'on va former et apprendre aux élèves à programmer le fonctionnement de la machine. Bien sûr, cette machine va être pilotée par une commande. Cette commande est représentée ici par des boutons départ cycle, par exemple, pour démarrer automatiquement la machine ou pour l'arrêter en fin de journée. Ou alors, vous pouvez reprendre en mode manuel le fonctionnement des différentes machines. Ce système est centralisé. Donc là, je vais redévelopper un petit peu. Là, nous avons un silo qui permet de stocker les petits cailloux. Ensuite, nous avons une zone appelée numéro 2, la zone jaune, qui permet de laver les petits cailloux. Ensuite, ces cailloux sont pré-séchés à l'aide de deux aérothermes. Et ensuite, ces cailloux sont définitivement séchés par une enceinte qui réchauffe ces cailloux avec des infrarouges. Ensuite, nous avons la mise en sachet dans une ensacheuse. Cette ensacheuse permettant, à l'aide de sachets, de mettre les petits cailloux en sachet comme nous avons vu tout à l'heure. Ensuite, ils sont triés dans un bac suivant leur poids ou suivant leur dimension. Voilà. Alors toutes ces installations-là, comme vous pouvez le voir, sont des installations industrielles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le domaine des systèmes automatisés. Le domaine des systèmes automatisés, nous avons un pilotage qui est effectué au niveau central, par exemple par cet écran, et vous voyez la mini-usine qui est détaillée au niveau de la supervision. Donc ça permet de piloter la mini-usine à travers les automates qu'on vient de voir. Donc là, on touche à un domaine qui s'appelle l'informatique industrielle. Donc là, je vous ai parlé des systèmes automatisés, l'informatique industrielle. Madame Laleb présentera la partie robotique. Et maintenant, on va s'acheminer vers le futur. Donc le futur, c'est la production automatisée et usine connectée. Et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, l'usine du futur. Donc l'usine du futur est composée
de cette mini-usine. Cette usine est connectée aux automates programmables et on peut imaginer connecter en une usine virtuelle qui permet de piloter l'usine à distance. Bon, ensuite, on peut parler de maintenance connectée, on peut parler de robotisation de simulation, et ensuite, on peut parler aussi de réalité virtuelle avec un casque genre Google, lunettes Google, qui vous permet de visualiser à distance des capteurs ou même sans ouvrir l'armoire, de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une armoire électrique ou même à l'intérieur d'une machine. Bonjour, je m'appelle Sonia Lalèbre, je suis la responsable de la formation par apprentissage production automatisée usine connectée, donc qui englobe plusieurs thématiques, comme l'a expliqué M. Copier, telles que la mécanique, telles que l'automatisme, la robotique, gestion de production. Moi, je vais vous présenter plutôt le volet robotique. Comme vous voyez ici, vous avez des robots KUKA avec 6 degrés de liberté. Je vais vous faire juste après une démonstration qui explique comment on forme nos ingénieurs à être de bons roboticiens, à programmer des trajectoires pour pouvoir robotiser des processus industriels, que ce soit dans l'aéronautique, dans l'automobile ou même dans la pharmaceutique, etc. Donc si vous voulez bien, suivez-moi, je vais vous faire une petite démonstration qui explique ce genre de processus, donc robotisation de processus automatisés. Donc vous avez un robot industriel KUKA avec 6 degrés de liberté qu'on peut retrouver, comme je vous l'ai expliqué, dans des industries automobiles, en pharmaceutique ou bien en automatisme et aussi en aéronautique. Donc la démonstration que je vais vous faire aujourd'hui consiste à demander au robot de prendre un stabilo boss que vous voyez dans la grille, ensuite d'aller jusqu'à l'étau vert qui se trouve de l'autre côté pour pouvoir enlever donc le bouchon du stabilo, de se positionner ou bien de se déplacer jusqu'à la feuille blanche pour pouvoir écrire une phrase ou un mot. Ici, c'est noté GSP, l'acronyme de notre département, gestion et système de production. Donc, sans trop tarder, on va faire la démonstration. Regardez bien. Là. Voilà, donc comme vous venez de le voir, il a bien écrit GSP. Donc ça, c'est juste un exemple de tous les autres programmes qu'on peut effectuer avec ce robot. Donc on apprend à nos ingénieurs, futurs ingénieurs, de programmer, de développer des trajectoires robotiques avec ce genre de robot industriel en ayant quelques bases de programmation. Tous les étudiants donc arrivent à écrire ces trajectoires et même les optimiser. Voilà. Merci. Alors, je vous emmène à la rencontre de M. Rémi Lefebvre, responsable de la filière génie énergétique du bâtiment intelligent. C'est l'une des 4 filières de professionnalisation de l'école qui se fait uniquement par alternance. Je lui donne la parole. Rémi. Bonjour, bienvenue, même si c'est de loin. Je vais donc vous parler de cette filière dont la mission, c'est de permettre à chacun de vivre dans un bâtiment responsable et durable. Alors, on va revenir après sur ce que ça veut dire. Mais c'est important, c'est que tout au long de votre vie, vous allez être dans des bâtiments. Depuis la maternité, l'école, l'université, l'industrie, les bureaux, toute votre vie, vous allez être dans le bâtiment, vous allez passer beaucoup de temps. Et ce qui est important, c'est le confort, c'est-à-dire que vous vous sentiez bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire bien? C'est très variable selon les personnes. Et c'est sûr qu'à la maternité, on aime bien avoir chaud. Et quand on travaille, si on est actif, on aime bien avoir pas trop chaud. Donc c'est compliqué. Et puis, chaque personne a des besoins différents, a des sensibilités différentes, a des moments différents de la vie. Et c'est ce qui va faire toute la complexité, toute la richesse de cette option. Alors, pour permettre à chacun de vivre confortablement, on a aussi parlé du mot responsable.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on tienne compte de l'écologie. Et l'écologie, c'est complexe à nouveau, parce que vous prenez une source d'énergie, vous allez prendre de la géothermie. On va prendre de la chaleur, par exemple, dans une rivière, et dans la Seine, à Paris. Sauf que si tout le monde prend de la chaleur dans la Seine va devenir plus froide. Donc l'écosystème de la Seine va être différent. Et on va détruire la biodiversité. Donc rien n'est simple. Si vous prenez le confort, on a vu, les gens avaient besoin, peut-être même dans un même bureau. On peut avoir des personnes qui ont chaud, des personnes qui ont froid, des personnes qui sont au nord, des personnes qui sont au sud du bâtiment. Donc à chaque fois, il va falloir individualiser. Et puis les énergies, c'est pareil. Il va falloir choisir la bonne énergie. On pourrait dire le bois, c'est génial. Mais si je reprends l'exemple de Paris ou d'un centre-ville ou d'une tour, on ne va pas amener des camions qui viennent de Belgique ou d'Allemagne pour amener du bois pour faire une chaufferie bois. C'est génial le bois, mais pas partout. Donc en fait, il faut trouver la bonne énergie au bon endroit, au bon moment. Alors, ça peut être de l'électricité. L'électricité, d'où elle vient? Elle vient peut-être de l'éolien. Mais l'éolien, c'est pas parfait. Ça a aussi des inconvénients. Ça peut venir des panneaux photovoltaïques. On va travailler sur les différentes sources d'énergie. On peut trouver effectivement le solaire. Le photovoltaïque, il faut pouvoir recycler les panneaux. Et donc, on va s'intéresser aussi à tout ce que l'énergie grise dans le bâtiment. C'est-à-dire que l'énergie qui va permettre d'amener l'énergie là où elle est. Vous parlez du bois, il faut un camion pour la transporter. L'éolienne, il faut la fabriquer, la transporter, l'installer. Donc, il faut tout prendre en compte. Et c'est ce qui va faire ce qu'on va appeler la complexité du système. Et après, on va rajouter le climat. Le climat, il est aléatoire, on ne le maîtrise pas. On commence à pouvoir le prédire, mais pas seulement. Voilà, c'est pas simple. Donc tout ça va faire un ensemble d'enseignements qui vont permettre, encore une fois, aux ingénieurs qui vont sortir de cette formation et d'apprentissage, de répondre aux besoins de la population pour qu'ils vivent dans des bâtiments confortables, en tenant compte des énergies disponibles, au bon endroit, au bon moment, et de l'écologie, en essayant d'optimiser. Vous avez bien compris, on ne peut pas atteindre le maximum de chacun des points en même temps. C'est facile de faire des économies d'énergie, il suffit de ne pas chauffer ou de ne pas refroidir l'été, mais le confort, on ne va pas l'avoir. Il y a une autre solution, c'est de faire de l'écologie en mettant des panneaux solaires, en mettant du panneau photovoltaïque. Oui, mais ce n'est pas toujours idéal, ce n'est pas simple. Et puis, utiliser des énergies comme le nucléaire, oui, mais il y a le problème des déchets. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On va essayer de trouver, là où on est, la bonne énergie. Ça peut être de l'énergie, donc de l'énergie qui vient du sol, ça peut être de l'énergie qui vient de l'énergie perdue, qui est l'énergie fatale, plutôt que de la renvoyer, comme on dit, aux petits oiseaux. Donc, on va avoir des cours sur toutes les sources d'énergie. Après, c'est comment on les utilise. Bien pour ça, il y a des formations qu'on va appeler le génie thermique et génie climatique. Formation de base, première année, ça vous sera détaillé. Et puis après, progressivement, comment on va les mettre en œuvre. Il y a aussi de l'énergie d'origine électrique. Et on ne peut pas se passer dans un bâtiment d'électricité. Donc, on va vous former à l'électricité, comment on l'installe, d'où elle vient, comment on l'utilise, comment on l'optimise. Source d'énergie, il faut du chaud, du froid, donc allez chercher les différentes sources d'énergie. Il y a des cours sur la géothermie, il y a des cours sur le photovoltaïque, il y a des cours sur le solaire thermique, comment on va utiliser des chauffe-eau thermodynamiques, par exemple. Donc une grande variété de solutions. Après, on met ça dans un bâtiment, donc il va falloir que ce bâtiment, vous sachiez dialoguer avec ceux qui fabriquent la structure du bâtiment. Il y a des interactions, il y a du stockage d'énergie, il y a de l'inertie du bâtiment. Ça, il faut que vous puissiez dialoguer. Puis ce bâtiment aussi, vous allez voir, on va vivre dedans. Donc il y a du bruit, il y a la climatisation, ça peut faire du bruit, il y a les canalisations, tout peut faire du bruit. Donc il faut diminuer ces bruits. Donc vous allez avoir des cours sur l'acoustique du bâtiment. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très concret qui va amener nos apprentis à devenir des ingénieurs qui sont vraiment importants pour la société. Alors pour rentrer, c'est simple, c'est sur concours. Un concours qui est ouvert essentiellement aux titulaires d'un Bac+2. Nous recrutons sur des DUT, DUT du génie thermique, qu'on va appeler DUT génie thermique ou énergie, ou un BTS thermique. Et de l'autre côté, nous allons mixer aussi sur des DUT en génie électrique et puis des BTS en électricité. On a parlé du bâtiment, il y a des élèves issus du DUT de génie civil qui, eux, tout simplement, vont s'intéresser à l'intérieur du bâtiment et qui vont aussi être extrêmement performants. Donc voilà, c'est le cœur de cible. Et en 3 ans en apprentissage,
ne va pas revenir sur le fait que c'est une vraie formation. 75% des étudiants restent dans l'entreprise où ils sont. Et quand ils sortent, ils ont tous un emploi. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Et on va rentrer après, si vous voulez bien, dans le détail des formations. On va parler de tout ce qui est lié au bâtiment intelligent, qui va permettre que tout ça fonctionne. Rémi, je voudrais lui poser juste une question supplémentaire. Quels sont les types d'emplois et les types d'entreprises qui recrutent les ingénieurs que tu formes? Alors, effectivement, c'est une question importante. Tout au long de la chaîne du bâtiment, depuis le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui va créer ce bâtiment, qui va le faire construire, on appelle le maître d'ouvrage. Eh bien, ça peut être des grands donneurs d'ordre, la SNCF, des collectivités, des centres industriels, toutes sortes de propriétaires de bâtiments. Ensuite, il y a ceux qui vont concevoir, on appelle ça le maître d'œuvre, ce sont des architectes, et puis des bureaux d'études de conception. Et enfin, il y a ceux qui vont le réaliser. Donc, ce sont des petites entreprises, on va appeler petites, 60 salariés, ou 60 000 des grandes entreprises. Il a fait toute la chaîne avec ce qu'on va appeler les majors du bâtiment, et tous ceux qui interviennent pour construire ce bâtiment. Puis après, il faut l'exploiter. Et vous savez qu'un bâtiment, il va coûter plus cher pendant toute sa vie que pendant sa construction. Donc là, encore une fois, on va pouvoir trouver des ingénieurs GEB dans tout ce qu'on va appeler le facility management. Et puis, alors, l'autre question, c'est le type de métier. Justement, on va retrouver ingénieur de conception, ingénieur de bureau d'études, ingénieur de chiffrage, pour ceux qui répondent aux appels d'offres, et puis tout ce qui va être ingénieur d'affaires, ceux qui vont réaliser le bâtiment, ou ingénieur d'exploitation. Donc ça peut être du conceptuel pur, ceux qui sont vraiment les maîtres d'ouvrage, jusqu'aux métiers les plus concrets, les plus pratiques. Les salaires sont confortables parce que en sortant, un ingénieur, il a l'équivalent déjà d'1 an et demi d'expérience. Donc en fait, en sortant, les ingénieurs qui sortent de l'apprentissage dans ce métier-là, ils ont tous un emploi. Effectivement, ils ont des salaires qui correspondent à peu près un ingénieur débutant, plus 2 ans d'expérience. Donc ce sont des salaires confortables. Voilà. Sachant que la scolarité est gratuite et qu'elle se fait avec un rythme d'alternance d'1 mois à l'école, 1 mois à l'école, ce qui permet d'être à l'école à Amiens et de trouver une entreprise à 400, 500, 600 km de l'école. Ce rythme-là convient aux entreprises, convient aux apprentis. Et les jeunes, quand ils sont ici, ils mènent leur vie d'étudiant, et quand ils sont en entreprise, ils mènent leur vie de salarié pleine et complète. Alors, Rémi, tu nous emmènes voir quoi maintenant? Alors, nous avons vu tout ce qui était bâtiment durable, bâtiment responsable, et maintenant, pour que tout ça fonctionne bien aussi, il faut que le bâtiment soit intelligent. Et pour ça, je vous propose d'aller voir notre laboratoire qui est dédié. Alors Max, la problématique de l'énergie, elle a été présentée par Rémi. Il y a la problématique de la sécurité et le confort d'utilisation des bâtiments. Alors, est-ce que tu peux nous résumer globalement quelles sont les compétences avec lesquelles un ingénieur sort et qui s'intéresse à cette problématique? Oui, donc la GTB en soi, c'est une matière qui va chapeauter les différentes compétences que les GEB vont acquérir durant leurs 3 années d'études chez nous. Ils vont acquérir des compétences dans les domaines électriques, dans les domaines de CVC, dans les domaines d'eau chaude sanitaire. Et tout ça nécessite une interaction dans ces systèmes pour que le bâtiment puisse offrir à ses occupants un optimum d'utilisation, un optimum de confort et également un optimum de consommation énergétique. Et de sécurité. Et de sécurité, tout comme les étudiants ont aussi des cours sur l'acoustique, qui est aussi une notion très importante dans le bâtiment en termes de confort. Ils ont aussi des cours d'éclairagisme de façon à connaître les normes à respecter pour travailler dans de bonnes conditions sans se fatiguer. Ce sont des normes réglementaires. Réglementations qui sont également dans le programme d'études de la GEB, réglementation thermique, réglementation énergétique, toutes les contraintes qui existent dans le bâtiment sont portées à la connaissance des étudiants de façon à pouvoir interagir avec ces différents corps qui sont soumis à ces contraintes et de fait, nos étudiants en sortie de notre école peuvent apporter des solutions les plus efficaces possibles de façon à répondre aux exigences du bâtiment tout simplement. Bienvenue dans le département Génie électrique et développement durable. Donc là, dans ce département, nous formons des ingénieurs donc sous statut étudiant et également sous statut apprenti.
Pour les statuts étudiants, donc, nous avons 2 ans de formation en spécialisation avec 2 stages. Un stage en 4e année de 4 mois et un stage en 5e année de 6 mois. Et ensuite, pour le statut apprenti, nous avons 3 ans de spécialisation avec une alternance de 1 mois et de 1 mois. 1 mois en entreprise, 1 mois à l'école. Donc là, vous avez ce département qui va former les étudiants et les apprentis dans les parties génie électrique. Donc génie électrique et développement durable. Ils vont apprendre à faire des études approfondies des systèmes électriques. Ils vont faire aussi des modèles précis des systèmes électriques et également de réaliser des contrôles en temps réel de ces systèmes électriques. Tout ça pour optimiser l'utilisation de l'énergie électrique et également améliorer la qualité de l'énergie. Donc ces étudiants vont intervenir dans les domaines de l'énergie, donc ça peut être la production de l'énergie électrique, ça peut être le transport et la distribution de l'énergie électrique, également dans le domaine de mobilité électrique, donc automobile, aéronautique, ferroviaire, etc. Et ensuite, ils interviennent aussi dans les domaines de l'industrie et tertiaire, donc l'industrie pharmaceutique, les industries de production et également donc, les installations courant fort, courant faible dans le tertiaire. Donc voilà, donc nos étudiants qui interviennent dans tous ces domaines, ils peuvent intervenir en tant qu'ingénieur recherche et développement, ingénieur d'études, ingénieur d'application ou ingénieur contrôle-commande, également ingénieur d'affaires. Et ils peuvent également être ingénieurs technico-commerciaux. Donc nos étudiants, en fait, ils ont la possibilité d'effectuer des projets à l'étranger. Donc en 4e année, en général, donc pour un projet de 3 mois ou à 4 mois, pour partir avec des entreprises ou des universités à l'étranger, ou également faire ce projet en 5e année pour la durée de 6 mois. Et ils ont également la possibilité d'effectuer des doubles diplômes avec des partenaires soit en France, soit à l'étranger. Donc en France, donc, il y a l'université de Picardie-Jules Verne, il y a l'université de Compiègne, l'UTC, et l'université de Lille. Donc nous avons plusieurs masters en collaboration pour que nos étudiants puissent faire leur double diplôme en 5e année. Donc le cœur de métier, ça reste quand même la conversion de l'énergie pour améliorer l'utilisation de l'énergie électrique et l'optimisation de l'énergie électrique et améliorer la qualité de l'énergie. Ça, c'est le point important de nos élèves. C'est sur ces domaines qu'ils vont intervenir. Donc ici, nous sommes au département électronique. Comme je vous l'ai dit, l'école est une école à prépa intégrée avec un premier cycle de 2 années qui est à mi-chemin entre la classe prépa classique et le DUT. Donc, durant les 2 années, les étudiants vont faire pratiquement 480 heures d'enseignement entre l'électronique, l'automatique, les asservissements, beaucoup d'informatique et beaucoup de pédagogie par projet dans des domaines qui ouvrent aux filières en fait, dans des domaines aussi variés que la mécanique, que la caractérisation des panneaux, des panneaux solaires ou des éoliennes, ou bien la réalisation de cartes spécifiques. Et je donne la parole au responsable du département d'électronique pour vous présenter la philosophie et les projets. Jean ? Merci Nandine. Comme disait Monsieur Zitouni, donc directeur de la formation chez nous, vous êtes ici dans le département électronique qui fait partie du cycle préparatoire. Alors le cycle préparatoire, c'est la première et la 2e année chez nous à l'école d'ingénieurs. Le cycle préparatoire a pour objectif d'amener des élèves du bac, ils rentrent chez nous après le bac, avec, je dis toujours, avec une connaissance zéro pour tout le monde, donc c'est plus pratique. Comme ça, on démarre les matières scientifiques, toutes les matières chez nous, vraiment de la base. Tout le monde peut reprendre à partir de zéro. Alors quand je dis toutes les matières, cela comprend évidemment les sciences dures, qu'on appelle les maths et la physique, que tout le monde connaît bien. Et ensuite, vous avez des matières plus pratiques chez nous. Alors on a mis l'accent sur l'informatique et l'électronique. Et on n'oublie pas non plus les matières qui sont très importantes, les langues et les sciences humaines. Donc là, vous êtes plutôt donc, dans les matières pratiques. Vous allez voir
les salles de TP chez nous. Hein. Comme vous pouvez voir là, c'est les élèves qui sont en situation. Donc on a 4 laboratoires de ce genre chez nous. 4 laboratoires qui sont richement équipés, puisque là on va voir des oscilloscopes, on va voir des alimentations dernier cri, oscilloscopes quadricolores, avec toutes les fonctions intégrées. Donc vous allez voir à travers la visite de l'école qu'on est richement doté. Hein. Alors l'électronique font partie des matières dites pratiques. Donc nous avons mis l'accent depuis plusieurs années sur ce qu'on appelle la pédagogie par projet. Hein. La vraie pédagogie par projet, c'est-à-dire que on donne une valise aux élèves, hein, en pratique, on donne vraiment une valise avec du matériel, et ils vont pouvoir découvrir ces matières à la maison. Et ils viendront en TP pour montrer en fait aux professeurs, aux enseignants, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont réalisé chez eux. Alors pour vous citer un petit peu les réalisations des élèves, hein, en première année on a un projet électronique, on a aussi des projets informatiques. Donc les projets informatiques, ça va toujours être dédié à des langages de programmation, l'algorithmie, et on va pouvoir appliquer ça sur les projets. Alors les projets en première année, ça va être plutôt orienté robotique, mobile, où là nous allons étudier les 3 matières qui sont le cœur d'ADN à l'école, hein, c'est-à-dire que vous avez de la mécanique, vous avez de l'électronique et vous avez de l'informatique parce qu'il faut programmer les robots. Alors en première année, on va avoir des robots mobiles donc, de ce genre, on va dire. Hein, tous les années, ça change. Donc de ce genre, c'est-à-dire qu'on va donner le matériel aux élèves. Alors chez nous, très important, les projets se font par binôme. Hein, c'est important. C'est un luxe, mais ça a son importance parce que quand on travaille à deux, c'est beaucoup plus pratique et chacun peut vraiment développer ses connaissances à part entière, être créatif, appliquer les connaissances en pratique, en électronique, en maths, en physique. Alors le robot, eh bien, classiquement, les roues, les capteurs, ici ça sera les capteurs de ligne, les cartes Arduino qui est beaucoup à la mode. Et la première année, ça consiste à créer un robot qui va suivre une piste, hein, une piste noire sur fond blanc. L'objectif n'est pas de suivre, mais d'aller le plus vite possible parce que à la fin de l'année, il y aura une compétition. Hein, chez nous, vous allez voir, on va travailler énormément par projet, par compétition, où là, les élèves peuvent s'appliquer sur ces projets-là en dehors des heures. Hein, beaucoup à la maison, beaucoup en dehors des heures, entre midi et 2, le soir. Voilà. Première année, c'est plutôt quelque chose de, entre guillemets, simple à réaliser. Deuxième année, beaucoup plus de connaissances, hein, version 2, si je puis dire. Là, c'est pareil, c'est un robot, mais cette fois-ci avec une problématique plus labyrinthe, c'est-à-dire que les élèves vont pouvoir réaliser des robots, alors là, voilà, de ce genre-là, un petit peu, hein, en cours de réalisation. Ce sont des robots avec des capteurs, ça peut être des capteurs infrarouges ou ultrasons. Le but étant de réaliser un robot qui va sortir d'un labyrinthe, sortir d'un labyrinthe le plus rapidement possible. Voilà, donc ça c'est du deuxième année, toujours une compétition avec des problématiques de deuxième ordre cette fois-ci, c'est-à-dire ça peut être jouer au mastermind, c'est-à-dire qu'on va demander au robot de retrouver des cubes dans un labyrinthe, reconstituer exactement les cubes qu'il a rencontrés. Donc là on a des capteurs de couleurs, ouais, de ce genre, voilà. Donc le robot doit être capable de reconnaître les cubes de couleurs, et puis en faisant des opérations, des actions suivant la couleur du cube. Voilà des problématiques de deuxième année, beaucoup plus compliquées évidemment. Voilà. Et en troisième année, là c'est plutôt des projets à cahier des charges industriels. Hein. Donc là, grosso modo, c'est 50 heures en première, deuxième année. Troisième année, c'est plutôt une centaine d'heures. Une centaine d'heures, pour vous donner une petite idée, c'est début novembre, décembre, ils ont leur projet, à raison d'une demi-journée par semaine jusqu'à juin, juillet, où là, les projets sont toujours sanctionnés par un rapport et une soutenance académique. Voilà. Donc c'est des projets chez nous. On oriente vraiment notre pédagogie par projet. Pour preuve, en première, en deuxième année, on a instauré des options. On a installé des options. Alors, première, deuxième année, c'est plutôt découverte. Hein. Ça va permettre à nos étudiants de arriver en troisième année, en quatrième année, c'est de choisir vraiment en connaissance de cause l'option qui leur va le mieux. Hein. Donc en première, deuxième année,
on a les 3 options qu'on appelle chez nous le SIN, Système Informatique Numérique. Alors le SIN, c'est quoi? C'est apprentissage de langage, découverte d'Internet. Alors le langage, ça va être du C, du HTML, JavaScript. Alors là, ils vont plutôt développer une page web personnelle. Ils vont développer un jeu vidéo sous Android. Donc ça, c'est vraiment le milieu de l'informatique, hein, découverte informatique, avec des professionnels du milieu qui viennent enseigner chez nous. Ensuite, deuxième option, ça peut être EE. EE, ça veut dire quoi? Ça veut dire énergie-environnement, où là, les élèves vont pouvoir réaliser une éolienne. Ils vont coupler ça à des panneaux solaires, ils vont stocker l'énergie. Hein, donc ça, c'est plutôt la notion de développement durable chez nous, énergie, stockage, transport chez nous. Et la troisième option qui sont proposées dès la première année, hein, c'est e-tech, donc innovation technologique et éco-conception. Alors cette fois-ci, ils vont apprendre à faire des pièces mécaniques. Hein. Donc ils vont commencer à prendre en main un logiciel qui s'appelle SolidWorks. Et une fois qu'ils ont bien appris à créer leurs objets, ils passent directement à la 3D. Hein. Chaque élève va pouvoir construire lui-même ses pièces en 3D. Première année, c'est simple, c'est de la statique. Et en deuxième année, ça va être plutôt des pièces en dynamique. Hein, voilà. Donc voici ce qu'on propose. Hein, donc la dynamique, bon, vous avez quelques exemples de réalisation chez nous. Donc c'est vraiment des notions découvertes avec chaque année un peu plus compliqué pour aboutir vraiment en troisième année des projets cahiers des charges industriels. Voilà. Donc je dirais sur le cycle préparatoire, ils sont vraiment armés aussi bien dans les sciences dures, hein, maths, physique, et puis dans les sciences pratiques où là ils ont vraiment balayé toute la planoplie de ce qui se fait de mieux aujourd'hui avec le prix des composants et le matériel moderne. Voilà. Merci Jean. Donc vous voyez bien que le learning by doing, c'est une option forte chez nous. Et cette pédagogie inductive, elle a un objectif bien particulier, c'est passer par le concret pour nourrir le conceptuel. Parce qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit concevoir des objets, les faire marcher, les faire évoluer bien sûr, mais pour ça, il faut d'abord qu'il les imagine, il ne faut pas qu'il ait peur de mettre la main dans le conduit. Et une école d'ingénieur, c'est un endroit où on transmet la connaissance, mais c'est aussi un endroit où on apprend la compétence pratique. Et c'est là qu'est l'importance de tous ces projets qui commencent dès leur arrivée à l'école. Merci Jean. Okay. Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Davy, je suis enseignant-chercheur à l'école en réseau informatique et j'enseigne les réseaux de télécommunications. Donc cette filière, effectivement, réseau informatique et télécom, a été créée en 2000, en plein boom de l'Internet. Donc cette filière vise à former des ingénieurs, architectes réseau, donc qui vont être capables de concevoir des réseaux informatiques. Donc ce métier nécessite des compétences assez larges. Donc on a réparti en 3 domaines principaux. Donc le premier domaine, c'est les systèmes informatiques. On va voir comment fonctionne, quelle est l'architecture d'un ordinateur et d'un serveur, comment on installe des systèmes d'exploitation dessus. Donc dans ce cadre-là, on va travailler essentiellement sous Windows et Linux. On va apprendre à déployer des services sur les serveurs. On va faire de la virtualisation, de la dockerisation. Et puis, on va aussi apprendre à faire du développement. Donc dans les premières années, les étudiants ici vont apprendre à développer des applications sur un PC. Ici, on va se concentrer sur la partie communication des applications. Donc on va faire ça sous forme de projets de type jeu ou chat en réseau. Donc on va faire des architectures client-serveur entre un PC et un data center. Donc pour que ça fonctionne et que ça puisse communiquer, il faut les relier entre eux. Donc c'est l'objet de la deuxième partie, la dominante réseau. On va voir les équipements actifs d'un réseau. Donc on a pas mal d'équipements à l'école. On travaille essentiellement sous Cisco, puisqu'on est Académie Cisco. Et le but, c'est de voir comment on configure des routeurs, des switches, des bornes Wi-Fi, et comment on sécurise cet ensemble-là, de façon à créer un réseau d'entreprise. Donc, une fois qu'on a notre réseau d'entreprise en place, ce qui est intéressant, c'est aussi de les interconnecter avec d'autres réseaux, et c'est là qu'on voit la partie réseau d'opérateurs, à travers la dominante télécom, où là, on va voir les contraintes des grosses architectures réseau,
qui sont liées à des très hauts débits, de la qualité de service, du dimensionnement de ces réseaux. Et puis on va avoir toutes les architectures aussi réseau télécom. Donc on va faire de la téléphonie sur IP. Et puis on va avoir aussi toute la partie réseau sans fil, notamment les réseaux 4G et 5G qui sont en cours de déploiement. Et comme ça, on couvre finalement toute la chaîne de l'utilisateur qui est derrière son PC, qui passe par son réseau d'entreprise, le réseau de son opérateur pour redescendre jusqu'au data center qui héberge ses données et ses applications. Donc cette filière qui existe depuis 2000, on l'a déclinée il y a quelques temps pour créer une filière en alternance avec une philosophie légèrement différente mais qui reprend une grosse partie de ses compétences. Donc je vais laisser la parole à M. Comportes qui va vous présenter un peu la filière en alternance. Donc cette filière en alternance, on a voulu la concevoir, alors refaire un point un petit peu sur le milieu de l'entreprise, sur le marché, les besoins qu'il y avait au niveau des entreprises. Et donc globalement, ce qui ressortait, c'était que ce qui était important, c'était pas forcément d'avoir des experts dans un domaine ou dans un autre bien particulier, mais d'avoir des personnes qui sont capables de maîtriser toute la chaîne des données, depuis la génération des données, comme par exemple ici sur les objets connectés, jusqu'à l'affichage des données aux utilisateurs, à travers différentes applications. Donc on va retrouver le cœur de réseau, donc l'infrastructure réseau qui est vraiment le cœur de nos filières, avec tout ce qui est réseau classique, IP, avec notamment la plateforme, l'Académie Cisco, qui va permettre à nos étudiants de travailler sur du matériel professionnel et qui va leur permettre de justifier d'une maîtrise dans ce domaine-là. On va également donc voir un petit peu tout ce qui est objet connecté. Alors l'objectif n'est pas forcément de former des experts en électronique, mais de former des personnes qui sont capables de comprendre à minima comment concevoir des objets connectés ou éventuellement discuter avec des sociétés, établir des cahiers des charges pour faire fabriquer des objets connectés à d'autres sociétés. Ensuite, les données, une fois qu'elles ont transité sur le réseau, on va voir tout ce qui est infrastructure de stockage. Donc là, on a tout ce qui est partie administration système. Donc c'est tout ce qui est le cloud, la virtualisation. Donc comment est-ce qu'on va installer, configurer et sécuriser les serveurs dans les data centers. Ces données, une fois stockées, ce qui est important, c'est de pouvoir extraire la donnée utile. Donc on a une masse de données assez conséquente. Et à travers l'exploitation des données, ce qu'on appelle la data warehouse, donc avec des outils comme de l'ETL, comme des outils comme Fireware, on va faire l'extraction de données pour ensuite pouvoir les afficher aux utilisateurs à travers quelques modules qui vont être vus par nos apprentis, notamment sur du développement en Android, pour la partie vraiment application mobile, ou sur du développement en web, pour la partie un peu plus bureautique. Donc voilà un petit peu tout ce cheminement. Ça va nous permettre à nos diplômés et bien d'être capable de pouvoir maîtriser l'ensemble du flux de données dans une entreprise, qui est un enjeu important aujourd'hui. Merci Stéphane, merci Nicolas. Donc on voit bien qu'on est au cœur de la transition numérique et cette filière en alternance, ça se fait avec un rythme d'un mois en entreprise, un mois à l'école. Et en statut étudiant, les jeunes ont la possibilité de faire un double diplôme avec une université partenaire pour faire un master recherche et un ingénieur qui lui-même a un degré master aussi. Donc les filières en réseau informatique forment au métier d'architecte réseau. Donc c'est des personnes qui vont concevoir, faire évoluer et sécuriser des réseaux informatiques. Donc on va retrouver ce type de métier dans toute entreprise qui a un réseau informatique. Donc soit en propre parce que c'est des grosses entreprises, type Renault, des entreprises bancaires, voilà, qui vont avoir des gros réseaux à gérer. Ou ça peut être aussi chez des intégrateurs réseau. Donc on a un des gros employeurs de l'école, c'est Vinci Énergie, et sa filiale Axians embauche énormément de nos étudiants pour aller déployer des réseaux chez leurs clients. L'autre métier après, c'est toute la partie système, puisqu'il va falloir héberger nos données dans des data centers. Donc il faut être capable de gérer le data center et gérer les systèmes d'exploitation qu'il y a dessus. Donc là, le plus gros employeur chez nous, c'est Worldline à Seclin, qui héberge plein de services qu'on n'imagine pas. Par exemple, aujourd'hui, quand vous votez par SMS à la télévision, une partie des SMS arrive chez eux. C'est eux qui vont gérer ce genre de service. Donc c'est des services à très haute disponibilité, qui doivent être relativement fiables.
Et donc, on forme des ingénieurs qui vont être capables de mettre en place ce type de service et de le produire et de le gérer au quotidien. Ensuite, on va avoir des gens qui vont être plutôt dans la partie développement, puisque les applications communicantes ont quand même certaines particularités. Donc, on a certains étudiants qui souhaitent continuer dans le développement. Donc, on va avoir le développement d'applications qui vont servir à gérer des réseaux, mais aussi des applications type jeux vidéo ou des applications pour gérer des données dans des entreprises. Donc, tout ce qui est système d'information entreprise, c'est quelque chose qui est très important aussi. Et puis, le dernier aspect, on a deux domaines de débouchés encore un petit peu connexes. Donc, il y a le domaine des télécoms, qui est un domaine un peu particulier, qui est un marché un peu plus petit, mais qui demande une grosse expertise. Et il y a beaucoup d'étudiants chez nous qui sont capables de partir gérer et exploiter des réseaux d'opérateurs. Et puis, on a toute la partie Internet des objets, qui est un domaine en émergence, mais qui est promis un bel avenir parce que ça a permis de relier nos enseignements aux autres filières de l'école, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus concevoir un système intelligent qui ne soit pas connecté. Donc, on va retrouver des gens qui vont travailler à la fois sur la partie GRIT et sur la partie Smart Building, Smart City, Smart Industry et Smart Grid. Voilà. Donc, beaucoup de métiers porteurs pour l'avenir grâce à ces filières. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans le laboratoire de langue de Désier et je vais vous présenter notre programme pour les cours d'anglais et les deuxièmes langues. Donc, premièrement, en arrivant ici à l'école, vous allez passer un test de niveau pour pouvoir vous mettre dans le bon groupe et ensuite travailler tous ensemble vers le niveau B2 pour justement valider votre diplôme d'ingénieur. Alors, il faut savoir, en première année, nous avons 68 heures de cours, ainsi qu'en deuxième année, et en troisième année, 56 heures. Le but, c'est de pouvoir arriver à notre niveau B2 à la fin de votre troisième année, avant d'entrer en cycle d'ingénieur. Donc, comme je viens de vous dire, en groupe de niveau, les petits groupes avec un maximum de 20 élèves, avec des cours en face à face chaque semaine. Et également, nous avons à votre disposition des stagiaires anglais qui viennent chaque année à 2 et ils sont ici pour des cours de conversation. Donc justement, c'est vraiment le moment pour vous de venir parler librement car ces élèves, puisqu'ils sont également élèves, ont votre âge. Il n'y a pas de notes, donc vous pouvez dire ce que vous souhaitez. Mais le but, c'est de pouvoir progresser en anglais. Ensuite, dans le labo de langue, vous pouvez venir quand il n'est pas utilisé par les profs pour travailler soit des vidéos ou bien des points de grammaire, sachant que, à nouveau, les stagiaires sont présents. Donc, s'il y a une question, ils peuvent vous répondre facilement. Ensuite, après les 3 années, si vous avez toujours un peu de mal, en 4e année, là, on met le boost avec une 70 heures de cours pour justement arriver à ce niveau B2. Donc voilà, à nouveau, avec des cours à votre niveau et les stagiaires et aussi des cours de soutien pour à nouveau vous aider à arriver à ce niveau B2. En 5e année, il y a moins d'heures puisque vous partez en stage à partir du mois de janvier. Donc, il n'y a que à peu près une vingtaine d'heures d'anglais. Pour les deuxièmes langues, nous avons un choix entre le japonais, le chinois, l'espagnol et l'allemand. Il y a à peu près une trentaine d'heures de cours. Pour les élèves, à nouveau, qui sont très faibles, nous avons des cours de soutien en anglais également. Donc, ça s'appelle anglais renforcé. Donc, qui remplace en fait la deuxième langue pour pouvoir à nouveau vous aider. Donc, le but, c'est de pouvoir vraiment arriver à un bon niveau d'anglais et avoir également, si possible, un niveau tout à fait fort en deuxième langue. Puisque pour les ingénieurs aujourd'hui, c'est très important de pouvoir maîtriser l'anglais et c'est vraiment un atout de dire, je parle également espagnol, japonais, qui sait quoi, mais une deuxième langue. Donc Lise est américaine,
La responsable du département, elle est écossaise. Un autre enseignant, il est anglais. Et donc ça, c'est une valeur ajoutée forte. En 5 ans, si on cumule les LV2 et l'anglais, l'un jeune peut faire 410 heures d'anglais, 420 heures d'anglais. Donc ça, c'est de quoi approfondir vraiment la certification. L'école est un centre de certification Cambridge aussi. Et sachez que le niveau B2, c'est le minimum exigé par la commission du titre d'ingénieur pour avoir le diplôme d'ingénieur. Voilà. La majorité des élèves, quand ils suivent assidûment les programmes, ils arrivent à atteindre le niveau C1. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est notre souhait aussi. Voilà. Hein. Merci Lise. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous, Laurent Barou, enseignant en physique et responsable des relations internationales à Les Irmiens. À Les Irmiens, on encourage vivement nos étudiants à effectuer une mobilité à l'international d'au moins 3 mois. Alors cette mobilité peut se présenter sous différentes formes, soit un semestre d'études en université, c'est-à-dire que les étudiants vont dans une université partenaire suivre des cours dans la langue d'enseignement, y passer les examens et donc valider les ECTS du semestre. Soit un projet de recherche en université, soit un stage en entreprise, soit un double diplôme parmi les 5 que les IAMiens proposent. Donc il y en a un avec l'UQAM au Canada, soit avec l'Afrique du Sud, le Chili ou la Chine. Il y en a 2. Alors, les étudiants, pour effectuer cette mobilité, peuvent s'appuyer sur le réseau de partenariat de l'ESIE, développé par l'ESIE, donc c'est-à-dire le réseau Erasmus, qui comporte environ 15 universités, mais également des universités réparties sur les 5 continents, donc par exemple 3 au Japon, 6 en Chine, mais également en Afrique du Sud, au Brésil, au Chili et en Amérique du Nord. Pour effectuer ces mobilités, les étudiants peuvent être financés via une bourse Erasmus qui varie de 250 à 520 € par mois en fonction du pays d'accueil et du type de mobilité, soit études, soit stage. Et également, ils peuvent prétendre à une aide du conseil régional qu'on appelle la bourse Mermoz qui, elle, est fonction du revenu, du quotient familial, du revenu fiscal auquel l'étudiant est rattaché. Ils peuvent aussi également s'appuyer sur les universités partenaires du réseau N+I auquel on appartient. Le réseau N+I est une association d'écoles d'ingénieurs qui nous permet de recruter des étudiants, mais également permet à nos étudiants d'aller effectuer une mobilité dans une université partenaire de ce réseau. L'internationalisation est également effectuée par ce qu'on appelle l'internationalisation at home, c'est-à-dire que nous accueillons des étudiants étrangers à l'étudiant. Par exemple, en ce moment, environ une quinzaine de nationalités sont représentées à l'ESIE Amiens. Et donc, pour finir, pour conclure, la mobilité internationale, environ 50% de nos diplômés effectuent une mobilité d'environ 3 mois. Alors, on aimerait bien que ce taux atteigne 100%. Et donc, dans les années futures, nous prévoyons de rendre obligatoire cette mobilité. Les admissions en première année pour le cycle préparatoire se font directement sur Parcoursup en choisissant Unilassal et Amiens sur une étude de dossier et un entretien. Pour les bacs généraux avec les options scientifiques et pour les bacs STI 2D. Et pour les admissions en cycle ingénieur? Alors pour les ingénieurs en initial, c'est une étude de dossier et un entretien de motivation. L'inscription se fait à partir du 1er janvier 2021 sur le site de l'ESI Amiens. Et pour les admissions en apprentissage, même format. Les admissions se font sur dossier et entretien de motivation, toujours une inscription sur le site de l'école. Et pour les internationaux? Les étudiants internationaux suivent la procédure études en France. Merci Perrine.